Lorsque vous pensez à une salle d'audience, vous imaginez probablement des visages sérieux, des juges sévères et des avocats qui plaident leur cause. Mais que se passe-t-il lorsque ce sont les enfants qui sont jugés? Des larmes au chaos le plus total, nous allons découvrir des cas où des enfants ont perdu les pédales dans la salle d'audience. Commençons par le début. Shelby Isaac. La première accusée de notre liste est Shelby Isaac, 19 ans, qui a brutalement mis fin à la vie d'un homme, de sa compagne enceinte et de leur enfant à naître, simplement parce qu'elle n'était pas satisfaite de l'achat d'un tissage capillaire. Rendons-nous au tribunal pénal du comté de Shelby, dans le Tennessee, où Shelby Isaac s'apprête à réagir de manière très inattendue aux conséquences de son acte. Le 22 janvier 2016, Eddie Tate et sa petite amie enceinte Edwina Thomas se sont arrêtés au Sycamore Lake Apartments pour rencontrer Shelby Isaac, 19 ans. Selon les rapports, Shelby Isaac avait organisé un rendez-vous avec Tate, un vendeur de tissage capillaire, en lui disant qu'elle voulait faire d'autres achats. À l'insu de Tate, Shelby avait l'intention de récupérer son argent après avoir été insatisfaite du tissage qu'elle avait acheté chez lui. Cependant, lorsque Tate s'est arrêté en voiture avec sa petite amie, Isaac a ouvert le feu sur la voiture, le tuant instantanément. Bien que Thomas ait été transporté à l'hôpital après l'arrivée de la police sur les lieux, elle et son enfant à naître ont finalement perdu la vie. Shelby Isaac a été inculpée de meurtre au second degré, mais elle a plaidé non coupable. Son avocat a fait valoir qu'il n'existait aucune preuve matérielle permettant de la relier au crime. Cependant, les procureurs ont décidé de faire intervenir l'amie de Shelby, qui l'avait conduite sur les lieux du crime. Selon cette amie, elle a conduit Isaac aux appartements de Sycamore Lake et l'a vu sortir de la voiture et s'approcher du véhicule de Tate. Elle a ensuite vu Isaac avec un pistolet noir et s'est enfuie lorsqu'elle a entendu le premier coup de feu. Elle a déclaré être revenue plus tard chercher Isaac. Interrogée sur le fait qu'elle avait déjà déclaré lors d'une audience préliminaire qu'elle n'avait jamais vu d'arme, la femme a admis avoir menti sous serment à ce moment-là. Elle a également admis avoir menti aux enquêteurs de la police pendant plusieurs heures en affirmant qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. Shelby a finalement été reconnue coupable de meurtre au premier degré et, dès l'annonce de cette décision, la salle d'audience est devenue chaotique. Shelby s'effondrant dramatiquement sur le sol en criant pour appeler sa mère. Malheureusement, ces démonstrations théâtrales n'ont pas arrêté le juge. Shelby a finalement été condamnée à 30 ans de prison. Si vous pensiez que Shelby Isaac était dramatique, attendez de rencontrer notre prochain accusé, qui a porté le drame du tribunal à un autre niveau. Tony Farmer. Tony Farmer n'avait que 18 ans lorsqu'il s'est retrouvé devant un juge. Son crime? Il avait kidnappé et agressé sévèrement sa petite amie avec des images claires de l'incident à l'appui. Cependant, Farmer a stupéfié tout le monde au tribunal du comté de Cuyahoga lorsqu'il s'est effondré dans la salle d'audience après sa condamnation. Nous avons entendu de nombreuses histoires de prodiges et d'enfants génies qui n'ont jamais réussi, mais les prodiges du basketball ne figurent guère sur la liste parce qu'ils sont presque toujours recherchés. Toutefois, dans le cas de Tony Farmer, 18 ans, ce n'était pas le cas. Farmer était autrefois un jeune espoir du basketball de l'Ohio, très bien classé, dont tout le monde était presque certain qu'il réussirait à s'imposer en tant que joueur de basketball. Avec son mètre 90, Farmer était un petit attaquant polyvalent qui pouvait tout faire sur le terrain, ce qui faisait de lui l'une des meilleures recrues de basketball du pays en 2013, à un an seulement de devenir une star universitaire et un prospect potentiel de la NBA. Malheureusement, tout s'est effondré pour Farmer après sa saison junior au lycée, lorsque Farmer, alors âgé de 17 ans, a pris une mauvaise décision qui a radicalement changé sa vie. En 2012, Farmer a été accusé d'avoir kidnappé et agressé son ex-petite amie, images vidéo à l'appui. Une confrontation avec son ex-petite amie Andrea Lane dans son complexe d'appartements a dégénéré et Farmer, qui mesure 1,80 m, a été filmé par la télévision au circuit fermé en train de gifler et de frapper sa petite amie à plusieurs reprises. Comme prévu, il y avait suffisamment de preuves pour condamner avec succès le jeune Farmer, aujourd'hui âgé de 18 ans. Bien que de nombreux membres de sa famille, des amis et même la victime l'aient défendu pendant la journée du procès, le qualifiant de bon gars ayant commis une erreur, Farmer a eu un choc lorsque le juge l'a condamné à 3 ans de prison. Le choc de la sentence a été si profond que Farmer s'est littéralement effondré dans la salle d'audience, créant le fameux mème brûle. En l'espace de quelques secondes, la vie de Farmer et sa carrière de basketteur ont été ruinées. Il a été envoyé en prison et, en tant qu'espoir de la NBA, le temps passé en prison ainsi que son casier judiciaire signifiait qu'il devrait se battre pour relancer sa carrière de basketteur une fois sorti. Si la réaction de Farmer a été un choc, celle de notre prochain accusé a été tout à fait opposée, transformant la salle d'audience en l'une des scènes les plus dramatiques jamais filmées. Dexter Johnson.
Dexter Johnson n'avait que 18 ans lorsqu'il s'est livré à un violent déchaînement avec d'autres membres de son gang. Au terme de leur action, 5 personnes ont brutalement perdu la vie. Bien qu'il ait été diagnostiqué comme déficient intellectuel et schizophrène, les crimes ont été si effrayants que Johnson a été condamné à mort. Cependant, sa réaction à ce verdict allait devenir l'une des plus tristement célèbres réactions de salle d'audience jamais enregistrées. Le 18 juin 2006, Dexter Johnson est l'une des 5 personnes qui ont brutalement assassiné un jeune couple. Selon les rapports, Johnson, son ami proche Catherine Fields et un mineur anonyme ont surpris Maria Aparez, 23 ans, et son petit ami Uwe Ngo, 18 ans, en train de discuter dans sa Toyota Matrix bleue devant le domicile de Ngo, vers minuit. Le groupe a menacé le couple avec un fusil de chasse et un pistolet, l'a jeté sur le siège arrière et l'a conduit autour de Houston en lui demandant de l'argent, des cartes de crédit et des numéros d'accès à des guichets automatiques. À ce moment-là, 2 autres amis de Johnson avaient rejoint le groupe et tous les 5 sont montés dans le véhicule avec le couple. Après s'être garé près d'un bois épais, Johnson a violé Aparez sur la banquette arrière et Ngo a été contraint d'écouter l'agression à genoux, tandis que les 4 autres se moquèrent de lui. Des cris, puis des coups de feu. Johnson et Fields ont ensuite emmené Aparez et Ngo à 60 pieds dans les bois et leur ont tiré une balle dans la tête. D'après les rapports, Johnson a tiré sur Ngo, sur le côté de la tête, comme s'il s'agissait d'une exécution. Aparez a alors crié « non » et s'est couvert le visage. C'est alors que Johnson lui a tiré une balle dans le haut de la tête. Bien que l'équipe de défense de Johnson ait soutenu que quelqu'un d'autre avait emmené le couple dans les bois et l'avait abattu, ce n'est pas le seul meurtre dans lequel Johnson a été impliqué. Il a également été impliqué dans une série de crimes qui ont duré 1 mois avant et après le double meurtre. En mai 2005, Johnson a tué un homme de 60 ans qui lavait son barbecue dans une station de lavage locale. Quelques semaines plus tard, la veille des meurtres d'Aparez et de Ngo, Johnson et un complice ont dévalisé 2 hommes qui se trouvaient devant une cabine téléphonique, tuant l'un d'entre eux après lui avoir offert un rouleau de pièces de 25 cents. Dans les jours qui ont suivi, Johnson et les membres de son gang ont commis une série d'autres vols qui ont abouti au meurtre d'un autre homme. Son procès a été houleux, car il était accusé de détournement de voiture, de viol, de vol et de meurtre. Après d'intenses délibérations, le jury a déclaré Dexter Johnson coupable de meurtre. Le juge, confirmant les lois de l'État, a condamné Dexter Johnson à la peine de mort. Dexter, qui avait alors 19 ans, devenait étonnamment très violent et, dans un moment qui marquerait à jamais l'esprit de tous ceux qui sont entrés en contact avec le clip viral de son accès de colère, il s'est jeté sur son bureau comme s'il était sur le point d'attaquer quelqu'un. C'est à ce moment-là que la salle d'audience a été plongée dans une scène chaotique, un peu comme dans un film. Même à l'extérieur de la salle d'audience, le pandémonium a éclaté avec un membre de la famille qui s'est effondré juste à l'extérieur du tribunal. Comme Dexter Johnson, notre prochain accusé fera preuve d'un profond mépris pour le tribunal dans un moment qui laissera tout le monde sans voix. Penelope Soto. Au tribunal de Miami-Dade, Penelope Soto, 18 ans, s'est retrouvée devant le juge Jorge Rodriguez Choma pour son audience de libération sous caution, suite à des accusations de possession de Xanax. Cependant, Soto a étonné tout le tribunal en faisant preuve d'un grand mépris, allant même jusqu'à faire un doigt d'honneur au juge. Tout a commencé par un jour apparemment ordinaire, lorsque Madame Soto s'est retrouvée devant le juge Choma, accusée de possession de Xanax. Au cours de la procédure, le juge a tenté de poser des questions à Madame Soto sur sa situation financière, mais il a été déconcerté par son comportement enfantin, semblable à celui d'une poupée, qui donnait l'impression que toute la procédure judiciaire n'était qu'une vaste plaisanterie pour elle. Le juge a accepté de passer outre après qu'elle se soit excusée, mais elle n'a pas abandonné pour autant. Mais c'est lorsque le juge a fixé sa caution à 5 000 $ que les vraies couleurs de Soto ont été révélées. Cela a commencé lorsqu'elle s'est nonchalamment retirée après que le juge en a eu fini avec elle. Voyant qu'elle n'éprouvait pas de remords particulier, le juge a augmenté sa caution à 10 000 $. Incapable de contenir son dédain, elle a fait un doigt d'honneur au juge, un acte de défi choquant dont très peu de gens ont été témoins dans une salle d'audience. Elle était loin de se douter que ses actions lui vaudraient un karma instantané. Cette fois, le juge Rodriguez Choma n'a pas perdu de temps pour répondre au comportement irrespectueux de Soto. Il a immédiatement révoqué sa caution et l'a condamné à 30 jours de prison pour outrage à magistrat. La tentative de Soto de saper l'autorité de la Cour s'est retournée contre elle et elle est sur le point d'en subir les conséquences de plein fouet. Soto s'en est peut-être tiré facilement après ses pitreries dans la salle d'audience, mais notre prochain accusé, lui, obtiendra un résultat tout à fait différent après avoir fait une apparition dramatique. Damon Kemp. En 2023, Damon Kemp comparaît devant le tribunal pour être condamné après avoir abattu ses colocataires à Daytona Beach.
innocence et affirmé qu'il n'avait pas commis le crime. L'attention portée à cette affaire s'est encore accrue après la comparution spectaculaire de Kemp devant le tribunal du comté de Volusia à Daytona Beach, en Floride. Avant de commettre le double meurtre, Damon Kemp, âgé de 24 ans et originaire de Stone Mountain, en Géorgie, était un étudiant comme les autres à l'université Bethune-Cookman. Avant les meurtres, il vivait avec ses colocataires, Trey Ingraham, un boxeur prometteur et ancien étudiant, et Jordan Padden. Selon les rapports, Kemp vivait avec Ingraham et Padden. Cependant, Ingraham a même décidé qu'il était temps pour Kemp de quitter l'appartement. Bien que l'on ne sache pas exactement ce qui a poussé Ingraham à prendre cette décision, Kemp ne l'a pas supporté. Le 7 décembre 2018, Kemp est entré dans l'appartement 434 du Jade Park Apartment Homes, où il vivait, et a abattu ses deux colocataires. Lorsque la police est arrivée à l'appartement, les corps des deux adolescents ont été retrouvés à l'intérieur, à côté de la porte de l'appartement, comme s'ils avaient essayé de s'enfuir. Ingraham avait été abattu de 4 balles, tandis que Padden avait été sauvagement abattu de 6 balles. Avant leur découverte, Kemp avait déjà été arrêté à la suite d'une effraction à main armée dans un autre appartement du même complexe. 14 heures seulement après les meurtres d'Ingraham et de Padden. Il a été immédiatement accusé des meurtres, car la police a découvert qu'il y avait des tensions entre les deux garçons et qu'il avait été vu autour de l'appartement pendant les meurtres. Cependant, son équipe de défense a décidé de fonder son argumentation sur l'aliénation mentale. Cela signifie que Kemp a commis les meurtres parce qu'il était fou à l'époque. Afin de rendre l'argumentation de son avocat plus crédible, Kemp a décidé de jouer un rôle plutôt dramatique lorsqu'il a été transporté dans la salle d'audience. Pourtant, son geste n'a pas suffi à convaincre l'accusation, qui a souligné l'absence de preuves médicales à l'appui d'une telle affirmation. En outre, les procureurs ont souligné les antécédents de Kemp en matière de consommation de marijuana. En fin de compte, le tribunal a décidé d'une peine appropriée. Damon Kemp a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, et sa réaction à l'énoncé de sa peine était particulièrement inestimable. Si vous pensiez que la réaction de Damon Kemp était dramatique, attendez de rencontrer notre prochain adolescent, dont les gestes théâtraux dans la salle d'audience n'étaient rien de moins qu'une performance. Chandel Jackson. Après avoir abattu un étudiant de 21 ans et être allé jusqu'à se moquer des familles des victimes, on aurait pu penser que Chandel Jackson, 19 ans, prendrait sa peine avec calme, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Rendons-nous au Milwaukee County Circuit Court, dans le Wisconsin, où nous allons assister à l'une des réactions les plus épiques d'une salle d'audience à une condamnation. En juillet 2009, Nathan Potter, un étudiant en cinéma de 21 ans de l'université de Wisconsin-Milwaukee, se rendait à son appartement sur North Dusman Street lorsque Chandel Jackson, 19 ans, et son complice Derek Thomas l'ont abordé pour tenter de le cambrioler. Malheureusement, Potter n'avait pas d'argent sur lui et, peut-être furieux, Jackson l'a abattu. Peu de temps après la fusillade, Chandel et Thomas ont été arrêtés en tant que suspects du meurtre et ont finalement été inculpés d'homicide volontaire au premier degré et de tentative de vol. Alors que les parents de Potter pleurèrent la mort de leur enfant, les avocats de Chandel ont affirmé que l'adolescent avait agi sous l'effet d'une impulsion. Cependant, il est important de savoir qu'il s'agissait d'un adolescent de 19 ans et non de 13 ans, et qu'il avait déjà atteint l'âge où il aurait dû apprendre à contrôler ses impulsions. En outre, il n'a montré aucun signe de remords, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises sourire en coin et se moquer de la famille de la victime. Un adolescent bien différent de l'enfant que sa mère a décrit au tribunal. Eh bien, son fils allait lui prouver une fois de plus qu'elle avait tort. Après avoir été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Jackson a choqué le tribunal en devenant extrêmement violent, en insultant le juge et en déplaçant des objets sur le bureau où il se trouvait. Il a fallu que des adjoints de police présents dans la salle d'audience utilisent du gaz poivré et le retiennent pour que la salle d'audience revienne à l'ordre. Bien que sa réaction ait été intense, il convient de noter que les membres de la famille de Jackson, qui se trouvaient au fond de la salle d'audience, ont commencé à proférer des insultes à l'encontre de la famille de Potter après le prononcé de la sentence. Si certains estiment que la peine d'emprisonnement à perpétuité infligée à Chandel est assez lourde, d'autres insistent sur le fait qu'un meurtre a été commis de sang-froid et que la peine est appropriée. Notre dernier accusé a tenté de jouer un rôle dramatique au tribunal pour obtenir de la pitié et une peine plus légère, mais il s'est vite rendu compte que cela ne suffisait pas pour acheter sa liberté. Dylan Schumacher. À la Cour suprême de l'État de New York, un petit drame s'est déroulé dans la salle d'audience lorsqu'un adolescent de 17 ans, Dylan Schumacher, accusé du meurtre d'un enfant de 23 mois, a été amené.
Il a immédiatement fondu en larmes, essayant désespérément de faire comprendre à la salle d'audience que le meurtre était un accident. Malheureusement, le juge a pu voir clair dans son jeu et Schumacher était sur le point de recevoir le choc de sa vie lorsqu'il a été condamné à une peine appropriée. Le 19 mars 2013, à Springville, dans l'État de New York, Dylan Schumacher, 16 ans, s'est retrouvé à garder les 2 fils de sa petite amie pendant qu'elle était partie travailler. Selon le dossier judiciaire, Ashley Smith, mère des 2 garçons, avait été chassée par sa famille et avait décidé de vivre avec Dylan dans la maison familiale de ce dernier, même si aucun des enfants n'était le sien. À son retour du travail, Ashley Smith a découvert que son fils aîné, Austin Smith, âgé de 23 mois, était mort. Dylan a été accusé du meurtre car il devait s'occuper des 2 enfants. L'autopsie a révélé que le bambin avait été violemment battu à mort, ce qui n'a pas aidé. En fait, le bébé Austin avait des vaisseaux sanguins rompus dans l'oreille gauche et près de l'œil droit. Il présentait également des hémorragies au niveau de la rétine et du nerf périoptique, ainsi qu'entre les couches du cerveau. Le bambin est mort d'une grave lésion cérébrale causée par des coups répétés. Dylan a fini par avouer le meurtre, déclarant qu'il avait sévèrement battu le jeune garçon parce qu'il pleurait et dérangeait son petit frère. Pour étouffer ses larmes, Dylan a affirmé avoir placé un oreiller sur la tête d'Austin et lui avoir donné des coups de poing. En raison de la cruauté du crime, le jury l'a reconnu coupable de meurtre au second degré, ce qui l'a condamné à une peine de 25 ans d'emprisonnement à perpétuité. Lors de l'audience de condamnation en janvier 2014, Dylan a tenté une dernière fois d'influencer la décision du tribunal en fondant en larmes dès son entrée dans la salle d'audience, faisant savoir à tout le monde qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer le bébé Austin. Les larmes semblaient très convaincantes, n'est-ce pas? Malheureusement, il ne s'agissait pas de véritables larmes de remords, mais d'une tentative de manipulation de la part de Schumacher. Le juge a révélé à la salle d'audience, après sa prestation, que pendant qu'il attendait son procès, Dylan avait passé un coup de fil à sa mère. Au cours de cette conversation, l'adolescent a suggéré d'utiliser sa couleur de peau d'homme blanc et son âge pour susciter l'émotion du jury et du public, ce qui pourrait permettre d'alléger la peine. Finalement, Dylan a été condamné à une peine de 25 ans à perpétuité pour le meurtre d'Austin Smith. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les enfants qui ont perdu la tête dans la salle d'audience. Pour d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends. Travis O'Brien. Prenez place au tribunal du comté de Volusia où un enfant de 13 ans est sur le point d'être condamné. Il s'agit de Travis O'Brien, un petit tireur qui, avec sa copine de 14 ans, était armé d'armes à feu et a engagé une fusillade de 35 minutes avec des adjoints de police en Floride. Le 1er juin 2021, Travis O'Brien, 12 ans, et Nicole Jackson, 14 ans, se sont échappés du Florida United Methodist Children's Home après que Nicole Jackson ait prétendument frappé un gardien avec un bâton. Les 2 jeunes se sont ensuite introduits dans une maison située sur Enterprise Austin Road, dans le comté de Volusia, où ils ont trouvé un fusil de chasse et un AK-47. Après avoir été informés de l'effraction, les adjoints de la police sont arrivés sur les lieux et ce qui s'est passé ensuite n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Tir par la lunette arrière, dans ma direction, en attente. Les 2 jeunes, armés des armes à feu qu'ils avaient retrouvées, ont ouvert le feu sur les policiers qui ont dû se mettre à l'abri derrière les arbres environnants. Cet incident choquant est devenu viral après avoir été filmé par les caméras corporelles des policiers et par la caméra aérienne d'un hélicoptère. Le face-à-face a duré environ 35 minutes et les adjoints ont tiré 66 coups de feu. Il n'a pris fin que lorsque la police a neutralisé Jackson, qui a pointé un fusil de chasse chargé sur les adjoints. Lorsque O'Brien a vu que son complice était touché, il est sorti de la maison les mains en l'air en signe de reddition. Jackson, qui a été touché à la poitrine et au bras, a été immédiatement transporté à l'hôpital, tandis qu'O'Brien a été placé en garde à vue et inculpé de tentative de meurtre sur un agent des forces de l'ordre, de cambriolage et de méfaits criminels. Je crois comprendre que vous voulez plaider aujourd'hui. Oui, pour tout résoudre. Oui. 1 an plus tard, O'Brien, alors âgé de 13 ans, a comparu devant le tribunal le 23 mars 2022, où il a plaidé non coupable et a été condamné à un programme d'évaluation du risque maximum, suivi d'une libération conditionnelle. Jackson, quant à lui, a été condamné à 20 ans de prison, dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Morgan Geyser et Anissa Weier. Le juge Michael Boren préside une affaire effrayante impliquant 2 enfants meurtriers qui ont poignardé leur ami à 19 reprises pour faire plaisir à un personnage fictif nommé Slenderman. Le 31 mai 2014, lors d'une partie de cache-cache au Davids Park, près de Waukesha, Morgan Geyser et Anissa Weier, âgés de 12 ans, ont soudainement plaqué au sol leur ami et camarade de classe Peyton Isabella Leutner et l'ont poignardé à 19 reprises. Selon elles ont poignardé Peyton, surnommée Bella, en suivant les instructions de l'homme mince.
Après l'avoir poignardé, ils ont dit à Peyton de s'allonger pendant qu'ils allèrent chercher de l'aide. Mais ils ne sont jamais revenus. Peyton, qui a été poignardé dans les bras, les jambes et le torse, l'un des coups de couteau manquant de moins d'1 millimètre une artère principale du cœur, a réussi à se traîner jusqu'au bord de la route où un cycliste l'a trouvé et a contacté le 911. Êtes-vous avec cette jeune fille de 12 ans? Oui. Elle dit qu'elle a du mal à respirer. Elle dit avoir été poignardée à plusieurs reprises. 5 heures plus tard, après des recherches approfondies, Geyser et Wire ont été retrouvés près de l'Interstate 94 alors qu'elles se rendaient à la rencontre de Slenderman dans son manoir de la forêt nationale de Nicolet. Les 2 jeunes filles ont été appréhendées et ont avoué avoir poignardé Peyton. À l'issue de l'enquête, Geyser, considéré comme le cerveau, a été inculpé de tentative d'homicide au premier degré, tandis que Wire a été inculpé de tentative d'homicide au second degré. Les 2 jeunes filles ont été jugées en tant qu'adultes et, en 2017, Wire a été condamnée à une peine de 25 ans à perpétuité. Geyser, quant à elle, a été condamnée à 40 ans de prison à vie. Devin Shepard. Nous nous rendons maintenant à Franklin, dans l'Indiana, où se déroule une scène dramatique. Un garçon de 9 ans est arrêté après s'être battu avec un autre élève et avoir frappé un enseignant. Le 30 août 2017, des policiers ont été appelés à l'école élémentaire Needham de Franklin, dans l'Indiana, à la suite d'une bagarre qui a éclaté entre 2 élèves de CM1 pendant la récréation. Selon les rapports, Devin Shepard, 9 ans, autiste, s'est battu avec son camarade de classe et lorsqu'une enseignante a tenté d'intervenir, Shepard l'a frappé. Alors que la police arrivait sur les lieux, le père de Devin Shepard, Ronnie Shepard, a lui aussi été appelé à l'école. Dans une tournure déchirante des événements, la police a procédé à l'arrestation du garçon de 9 ans, que l'on pouvait voir sangloter alors qu'il était menotté. Il a été inculpé de coups et blessures et de méfaits criminels. À un moment donné de la vidéo, on entend Devin, toujours en train de sangloter, dire à son père « Au revoir, papa, je t'aime », comme s'il n'avait jamais été là. « Je t'aime », comme s'il n'allait plus jamais voir son père. « Au revoir, papa, je t'aime. Je t'aime, mon pote. Je serai là tout de suite. » L'incident a été filmé par Ronnie Shepard, qui a commencé à enregistrer dès qu'il a vu que son fils était arrêté et emmené. La vidéo, qui a ensuite été partagée en ligne, a suscité l'indignation des internautes, d'autant plus que le jeune Shepard était autiste et qu'on disait qu'il s'était défendu après avoir été malmené. Le père de Ronnie a également confirmé que son fils était victime de brimades à l'école et que rien n'avait été fait, même après qu'il en eût fait part au directeur de l'établissement. Il l'a dit au directeur de l'école et beaucoup de membres du personnel ici, en charge de la récréation ou du déjeuner des brimades, et ils n'ont rien fait pour le protéger ou quoi que ce soit d'autre. Alors que la police locale affirme que ces agents ont suivi la procédure appropriée lorsqu'ils ont arrêté le garçon, de nombreuses personnes qui ont vu la vidéo pensent qu'ils sont allés trop loin. Heureusement, Devin Shepard n'a été détenu que 20 minutes avant d'être relâché, et toutes les charges retenues contre lui ont été abandonnées. Lionel Tate. J'ai une enfant. Elle ressemble à « Elle ne respire pas ». J'ai essayé de faire un massage cardiaque. Pouvez-vous voir si elle respire ou non? Elle ne respire pas. Au tribunal du comté de Broward, la sentence controversée de Lionel Tate, 13 ans, est en cours. Le jeune garçon est accusé d'avoir assassiné une fillette de 6 ans chez lui. Le 29 juillet 1999, Tiffany Eunick, 6 ans, a été sauvagement assassinée par son camarade de jeu, Lionel Tate, 12 ans. Ce jour-là, Tiffany se trouvait chez Lionel après que sa mère, amie de la mère de Tate, eut décidé de la déposer chez lui. Les 2 mères avaient l'habitude de s'aider mutuellement à s'occuper des enfants. Au bout de 45 minutes, Tate a signalé à sa mère que Tiffany ne respirait plus. Elle a immédiatement contacté la mère de Tiffany et le 911. Lorsque la fillette de 6 ans a été transportée d'urgence à l'hôpital, son décès a été constaté. L'autopsie a révélé qu'elle avait le foie lacéré, une côte fracturée et le cerveau enflé. Son cou, ses jambes et ses pieds étaient également gravement meurtris, et ses blessures ont été décrites comme similaires à celles qu'elle aurait subies en tombant d'un immeuble de 3 étages. Après enquête, il s'est avéré que Lionel Tate était son meurtrier. À l'époque, Tate était anormalement grand pour son âge et pesait 166 livres. Tiffany, quant à elle, était plutôt petite et ne pesait que 46 livres. L'enquête a révélé que Tate l'avait brutalement battu, même s'il a prétendu qu'il ne faisait que lui montrer des mouvements de catch professionnels qu'il regardait à la télévision. Il a été accusé du meurtre au premier degré de Tiffany Eunick et a été jugé comme un adulte. En 2001, Tate a été reconnu coupable du crime. Quelques jours après son 14e anniversaire, le juge a condamné Lionel Tate à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Incarcération pour toute la durée de la vie. Daniel Bartlam. Rendez-vous à la Nottingham Crown Court, où Daniel Bartlam, 15 ans, est sur le point d'être condamné pour le meurtre brutal de sa mère. Selon lui, le meurtre a été inspiré par le feuilleton Coronation Street,
où un méchant assassine une femme à coups de marteau. Installez-vous confortablement et plongez-vous dans l'une des affaires les plus choquantes impliquant un mineur. Le 25 avril 2011, la police a été alertée d'un début d'incendie dans une maison de Georgia Drive, à Red Hill, dans le Nottinghamshire. À l'arrivée de la police, le corps d'une mère de 47 ans, Jacqueline Bartlam, a été retrouvé. Heureusement, ses deux fils, Daniel Bartlam, 14 ans, et son jeune frère, ainsi que leur chien, sont indemnes. Cependant, la police a rapidement découvert que le départ de feu n'était pas accidentel, l'autopsie ayant révélé que Jacqueline Bartlam était décédée des suites de blessures à la tête. Selon une première déclaration de Daniel Bartlam, sa mère avait été tuée par un intrus. Cependant, il s'est ensuite rétracté, affirmant qu'il avait tué sa mère dans un accès de rage à la suite d'une dispute. L'enquête a rapidement démontré qu'il s'agissait d'un mensonge. Avant l'incident, Daniel était obsédé par les jeux vidéo violents et les films d'horreur, passant la plupart de son temps libre à jouer à ces jeux et à regarder des émissions effrayantes. Il n'a pas tardé à préparer le meurtre de sa mère en s'inspirant de l'un de ses feuilletons préférés, Coronation Street. L'un des personnages, John Stape, avait brutalement assassiné une femme à l'aide d'un marteau. Après avoir examiné son ordinateur, les détectives ont trouvé une histoire supprimée qu'il avait écrite et dans laquelle un personnage nommé Daniel Bartlam avait assassiné sa mère de la même manière. Il a assassiné sa mère en la frappant 7 fois à la tête et au visage avec un marteau à griffes. Il l'a ensuite entourée de journaux, a versé de l'essence dans sa chambre et a mis le feu à la maison. Nous savons maintenant que Daniel Bartlam a planifié le meurtre de sa mère. Il a ensuite exécuté le meurtre en l'attaquant violemment. Au vu des preuves retenues contre lui, Daniel a été arrêté et, le 9 février 2012, il a été reconnu coupable de meurtre. Daniel, alors âgé de 15 ans, a été condamné à la prison à vie et à un minimum de 16 ans d'emprisonnement avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Nicole Kipf-Miller. Le cas suivant est celui de Nicole Kipf-Miller, qui est sur le point d'être condamnée par le Bay County Circuit Court après avoir assassiné un bébé. Les restes de l'enfant ont été retrouvés dans une poubelle commerciale derrière un magasin du comté de Bay. Le 10 décembre 2009, Nicole L. Kipf-Miller, âgée de 19 ans, a donné naissance à un bébé de sexe masculin à son domicile, situé dans le bloc 4800 de S. Flagel Road, dans le canton de Williams. Quelques heures après l'accouchement, elle s'est rendue au Mid-Michigan Medical Center à Midland pour y recevoir des soins médicaux. Après des examens, les médecins ont déterminé que Kipf-Miller venait de donner naissance à un enfant. Lorsqu'ils lui ont demandé où se trouvait son bébé, elle s'est montrée réticente, donnant des réponses plutôt ambiguës sur l'endroit où se trouvait le bébé. Les adjoints du shérif du comté de Bay ont été informés et des recherches ont été entreprises pour retrouver l'enfant. À l'aube du 11 décembre 2009, les adjoints ont trouvé les restes du bébé dans un conteneur à ordures commercial situé derrière le Miesques Country Market, à quelques kilomètres de l'endroit où vit Kipf-Miller. Le corps du nourrisson était placé dans 2 sacs en plastique qui se trouvaient à l'intérieur d'une boîte en carton portant son nom de famille. À la suite de cette découverte, elle a été arrêtée le 1er février 2010 et, lors de son interrogatoire, Kipf-Miller a déclaré que l'enfant était mort-né, ce qui contredit le rapport d'autopsie qui indique que l'enfant est né vivant. Il a été établi que le bébé était mort par asphyxie. L'accusation l'a inculpé de meurtre au second degré, mais le 30 novembre 2010, le jour où son procès devait commencer, Madame Kipf-Miller a plaidé non coupable d'homicide involontaire. Le juge de circuit du comté de Bay, Joseph K. Sheeran, l'a condamné à une peine de 8 à 15 ans de prison pour l'homicide involontaire de son fils en bas âge. Mackenzie Shirilla. À Strongsville, le procès d'un adolescent accusé de meurtre est en cours. Elle a été impliquée dans un accident mortel l'année dernière. Le procès d'une adolescente de l'Ohio, accusée d'avoir tué son petit ami et l'ami de celui-ci en percutant intentionnellement un mur avec sa voiture, est en cours devant le tribunal de première instance du comté de Cuyahoga. Examinons le CA de Mackenzie Shirilla et découvrons quel sera le verdict. Le 30. Un juillet 2022, vers 5h30 du matin, Mackenzie Shirilla, alors âgée de 17 ans, a été filmée par une caméra de surveillance en train de conduire sa Toyota Camry 2018 sur une route de 3/4 de mille, en accélérant jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 miles par heure. Peu de temps après, elle a percuté le mur en briques d'un bâtiment. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Dominique Russo, 20 ans, qui était le petit ami de Shirilla, et son ami Davion Flanagan, 19 ans, ont été retrouvés morts. Shirilla a étonnamment survécu à l'accident, même si la voiture a été gravement endommagée. L'enquête a montré que le trio avait fumé de la marijuana avant que Shirilla ne prenne le volant, mais l'accident n'était pas un CA malheureux de conduite sous influence. Quelques semaines avant l'accident, la relation entre Shirilla et Russo était devenue volatile et le couple se disputait souvent.
Lors d'une dispute, Shirila a été entendue dire qu'elle écraserait sa voiture avec Russo à l'intérieur. Lorsque l'enquête a révélé qu'elle avait intentionnellement accidenté la voiture, elle a été arrêtée et inculpée de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre, d'homicide sur véhicule et d'agression criminelle. Les images de surveillance diffusées dans la salle d'audience ont donné raison au procureur, car elle conduisait raisonnablement avant d'accélérer. Elle a été reconnue coupable de 12 chefs d'accusation et, le 21 août 2023, la juge Nancy Margaret Russo a condamné Shirila à une peine de prison allant de 15 ans à la perpétuité pour les meurtres de son petit ami et de l'ami de celui-ci, déclarant qu'elle passe du statut de conductrice responsable à celui d'un véritable enfer sur roue. Eric Smith. Au tribunal du comté de Steuben, Eric Smith, 14 ans, est sur le point d'être condamné pour le meurtre horrible de Derrick Joseph Roby, 4 ans. À l'âge de 13 ans, Eric Smith a brutalement assassiné l'enfant de 4 ans en l'étranglant puis en lui fracassant la tête avec une grosse pierre. Le 2 août 1993 à 11h, Doreen Roby est allée chercher son fils, Derrick Joseph Roby, âgé de 4 ans, au camp de jour du parc local de Savona, dans le comté de Steuben. À sa grande consternation, on lui a dit que son fils n'était jamais arrivé au camp ce jour-là. Elle a immédiatement contacté la police. Et, 4 heures plus tard, le corps de Derrick a été retrouvé dans une zone boisée voisine. La cause de sa mort a été déterminée comme étant un traumatisme crânien contondant accompagné d'une asphyxie. Si beaucoup ont été choqués par le meurtre de l'enfant, ils ne savaient pas que le meurtrier était un garçon de 13 ans nommé Eric Smith. Ce jour-là, Doreen ne pouvait pas emmener son fils au parc et l'a laissé y aller seul. Smith se rendait à ce même camp lorsqu'il a rencontré Derrick. Il a attiré l'enfant dans une zone boisée où il l'a étranglé, lui a placé une grosse pierre sur la tête et l'a sodomisé avec un bâton. Smith est devenu le principal suspect à la suite de ses déclarations aux enquêteurs, qui étaient presque sûrs qu'il avait pu jouer un rôle dans la mort de Derrick. 6 jours après la découverte du corps de Derrick, Smith avoue le meurtre aux membres de sa famille. Il a été arrêté et, le 2 septembre 1993, il a été inculpé du meurtre au second degré de Derrick Joseph Roby. Il devait être jugé en tant qu'adulte par le tribunal du comté de Steuben. Vous déclarez donc l'accusé coupable de meurtre au second degré? Oui. Est-ce unanime? Oui. Le 16 août 1994, le jury a déclaré à l'unanimité Smith, âgé de 14 ans, coupable de meurtre au second degré et l'a condamné à une peine de 9 ans à perpétuité, qui était la peine maximale pour les mineurs. Christian Fernandez. Christian Fernandez n'avait que 12 ans lorsqu'il a tué son demi-frère de 2 ans. Selon nos partenaires, à ce moment-là, le bambin est décédé des suites de blessures à la tête lorsque Fernandez l'a percuté contre une étagère dans l'appartement. Rendons-nous au 4th Judicial Circuit Court, où se déroule actuellement l'une des affaires les plus controversées. Christian Fernandez, 12 ans, considéré comme la plus jeune personne à être inculpée en tant qu'adulte dans l'histoire de Jacksonville, est sur le point d'être condamné pour le meurtre de son demi-frère, survenu en mars 2011. Le 14 mars 2011, David Galarraga, âgé de 2 ans, a été laissé sous la surveillance de son demi-frère aîné, Christian Fernandez, qui avait des antécédents de violence, à leur domicile de Jacksonville, en Floride. Bien que les détails de ce qui s'est passé ne soient pas clairs, Christian, dans un accès de colère, a frappé la tête de son demi-frère contre une étagère à plusieurs reprises. Lorsqu'il a vu que le plus jeune était inconscient, il l'a pris dans ses bras et l'a allongé sur le lit. Lorsque leur mère, Bianella Susanna, est revenue, Christian lui a montré l'enfant inconscient, mais au lieu de composer immédiatement le 911, elle a simplement essuyé le sang sur son visage, changé ses vêtements et mis de la glace sur sa tête. Elle a ensuite surfé sur Internet pendant plus de 7 heures, avant d'emmener David, qui ne réagissait toujours pas, à l'hôpital. En raison de la gravité de ses blessures, dont une fracture du crâne, David est décédé 2 jours plus tard. Fernandez a été arrêté et a avoué le meurtre de son frère. En juin 2011, il a été inculpé de maltraitance aggravée à l'encontre d'un enfant, puis de meurtre au premier degré. En février 2013, Fernandez, qui a été jugé en tant qu'adulte, a plaidé coupable d'homicide involontaire et de coups et blessures graves. Il a été condamné à 7 ans de prison pour mineur. Daniel Marquez. Le tribunal pour enfants du comté de Lee juge actuellement Daniel Marquez, 10 ans, accusé d'avoir menacé de commettre une fusillade dans une école en mai 2022. Découvrons ce qu'il en est de cette affaire et quel sera le verdict. En mai 2022, Daniel Marquez, âgé de 10 ans, a envoyé plusieurs SMS à un autre enfant de 10 ans, dans lesquels figuraient des images d'armes à feu et d'argent, ainsi qu'un texte ambigu disant « Préparez-vous pour la journée de l'eau ». Les messages ont été reçus par les parents de l'autre enfant, et comme ils ont été envoyés quelques jours seulement après la fusillade de l'école d'Uvalde, au Texas, qui a fait plusieurs morts, il y a eu lieu de s'inquiéter. Ils ont donc signalé l'incident aux forces de l'ordre,
qui sont entrés en action et ont arrêté Marquez à son domicile. Cette arrestation a été largement médiatisée après que le shérif du comté de Lee a publié sur Facebook une vidéo de la marche de Marquez. Bien que Marquez ait affirmé qu'il plaisantait à propos d'une escroquerie et qu'il faisait seulement référence à un événement organisé par l'école lorsqu'il a envoyé le message « Water Day », il a été inculpé et reconnu coupable d'un délit au second degré. Délinquant pour avoir envoyé une menace violente par SMS condamné à une mise à l'épreuve. Comme nous le signalons depuis un an, Daniel Marquez a envoyé des messages privés à un ami des textos qu'il dit être une blague au sujet d'une escroquerie impliquant des armes et de l'argent, suivie d'une référence à un événement scolaire. Daniel a été arrêté, inculpé et déclaré délinquant au procès pour crime de second degré. Lors de son procès en juillet 2023, la juge du comté de Lee, Caroline Swift, a condamné Marquez à une mise à l'épreuve dont elle n'a pas précisé la durée. Toutefois, les conditions de l'approbation comprenaient un couvre-feu de 18h à 6h du matin, un cours de déjudiciarisation et une comparution devant un conseil de responsabilisation de quartier. Il a également été demandé à Marquez de rédiger un essai de 500 mots définissant un traitement scolaire et ce qu'il a appris de son propre chaos. Antonio Barbeau. Nous nous rendons dans une salle d'audience du comté de Sheboygan où Antonio Barbeau, 14 ans, est sur le point d'être condamné. L'adolescent a été arrêté et a plaidé non contestataire pour homicide volontaire au premier degré après avoir tué sa grand-mère de 78 ans à l'aide d'une hachette. Le 17 septembre 2012, Antonio Barbeau, 13 ans, et son meilleur ami Nathan Paapé se sont rendus à l'appartement de l'arrière-grand-mère de Barbeau, Barbara Olson, à Sheboygan. Malheureusement, il ne s'agissait pas d'une visite amicale, car les deux jeunes gens avaient prévu de la cambrioler et de la tuer. Une fois sur place, leur victime sans méfiance les a accueillis à la porte, mais dès qu'elle a tourné le dos, Barbeau l'a frappée à la tête avec l'extrémité émoussée d'une hachette. Paap, armé d'un marteau, l'a également frappée et ils ont continué jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'elle était morte. Le duo l'a ensuite volée et s'est enfui avec sa voiture en laissant le corps d'Olson dans le garage. Le meurtre n'a pas tardé à être signalé et les policiers ont immédiatement entamé l'enquête. Ils ont retrouvé le véhicule volé, son sac à main, les armes du crime et une feuille de classe sur laquelle était inscrit le nom de Nate. La police a pu remonter jusqu'à Paap et les amis meurtriers ont été arrêtés. Les deux garçons ont été inculpés d'homicide volontaire au premier degré et Barbeau a plaidé non coupable. Le 12 août 2013, Antonio Barbeau, aujourd'hui âgé de 14 ans, a comparu devant le tribunal pour le prononcer de sa peine. Juste avant sa condamnation, il a tenté de lire une déclaration à la salle d'audience. Il y a un mensonge qui circule, les médias, le procureur et beaucoup d'autres personnes disent que je suis un tueur insouciant au cœur froid. Ce n'est pas vrai. Cependant, il a fondu en larmes à un moment donné, et son avocat a dû lire le reste de la déclaration. Malgré ce moment d'émotion, le meurtre brutal de Barbara Olson est inexcusable. Pour le rôle qu'il a joué dans son assassinat, Antonio Barbeau a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 36 ans. Paapé a également été condamné à la prison à vie. Taylan. Toujours à propos d'enfants qui ont été emprisonnés pour des raisons farfelues, allons jusqu'à Montgomery, en Alabama, où un garçon de 9 ans, simplement identifié comme Taylan, est sur le point d'aller en prison. Son crime, il a volé des bonbons. Découvrons les détails de cette affaire et son issue. Allez, viens mec maman, je ne veux pas aller en prison. Non monsieur, je suis désolé monsieur. Je suis désolé. Un garçon de 9 ans, Taylan, a été arrêté après que sa mère a appelé la police. Bien que le récit des événements varie, le consensus populaire est que sa mère l'a surpris avec une barre chocolatée volée. Dès qu'elle a vu la barre chocolatée, elle l'a menacé en lui disant qu'il allait aller en prison. Selon un autre récit, Taylan était connu pour malmener des enfants plus jeunes dans une garderie et était généralement un enfant méchant. Sa mère, qui en avait assez de son attitude, a décidé d'appeler la police. Cela semble avoir eu un effet sur lui. Dès que Taylan a vu les policiers, il s'est mis à pleurer et à supplier sa mère en lui répétant qu'il était désolé. À un moment donné, il s'est mis à crier très fort en suppliant qu'il ne voulait pas aller en prison, alors qu'on lui mettait les mains derrière le dos. « Non, maman! Non, maman! S'il te plaît, je suis désolé. C'est ce que nous pouvons gérer. Nous ne pouvons pas t'aider un jour. Un jour, nous ne pourrons plus t'aider. » Ces supplications n'ont pas empêché les policiers de lui passer les mains dans le dos et de le menotter. Qu'il s'agisse d'une leçon donnée par la mère de Taylan pour apprendre à son fils à bien se comporter, sa réaction à la présence des policiers prouve qu'elle a peut-être pris les bonnes mesures. Il n'a pas été précisé si Taylan a été placé en détention ou libéré le jour même. Quoi qu'il en soit, un enfant de 9 ans qui va en prison pour avoir volé des bonbons et s'être livré à des actes d'intimidation est l'une des raisons les plus folles pour lesquelles un enfant doit être arrêté. Derek et Alex King. Prenez place au tribunal du comté d'Escambia où se déroule actuellement la condamnation de deux jeunes tueurs. Derek, 13 ans,
et Alex King, 12 ans, avaient brutalement assassiné leur père pendant son sommeil en novembre 2001. Leur procès et leur condamnation sont considérés comme l'une des affaires les plus controversées de l'histoire du pays. Le 26 novembre 2001, Terry King dormait paisiblement lorsque ses deux fils, Derek et Alex King, sont entrés dans sa chambre et l'ont battu à mort avec une batte de baseball en aluminium. Il a été battu si violemment que son sang a giclé sur 12 pieds à travers la pièce. Après avoir tué leur père, les deux garçons ont décidé de mettre le feu à leur maison de cantonnement, en Floride, afin de dissimuler leur crime. Ils se sont ensuite réfugiés dans la caravane de Ricky Chavis, un ami de la famille, qui les a cachés et a tenté de dissimuler les preuves de leur crime en lavant le sang sur leurs vêtements. Dès que les restes de Terry King ont été découverts, les enquêteurs ont senti un acte criminel et ont décidé d'interroger Derek et Alex King. Dans un premier temps, les garçons ont affirmé avoir tué leur père parce qu'il leur donnait souvent la fessée. Plus tard, ils ont modifié leur déclaration en disant qu'ils avaient commis le meurtre parce que Chavis les avait convaincus. À un autre moment, ils ont affirmé que Chavis avait réellement commis le meurtre et les avait convaincus de porter le chapeau. Alex a également déclaré qu'il avait eu des relations sexuelles avec Chavis, qui, selon eux, les traitait mieux que leur père. Un procès a été organisé pour les deux frères King, qui ont été jugés en tant qu'adultes. En novembre 2002, les deux garçons ont plaidé coupables de meurtre au 3e degré. Derek a été condamné à 8 ans de prison avec libération conditionnelle au bout de 7 ans, tandis qu'Alex a été condamné à 7 ans avec libération conditionnelle au bout de 6 ans. Une fillette de Floride. Enfin, nous nous rendons à Port-Orange, en Floride, où une fillette de 11 ans, simplement identifiée comme Eva, a été arrêtée après avoir envoyé un SMS farceur au 911 pour signaler l'enlèvement de son ami. Découvrons comment ce drame va se dérouler pour toutes les personnes impliquées. En juillet 2023, un répartiteur du centre de communication du shérif reçoit à 9h45 un texto d'une fillette de 11 ans qui prétend que son ami de 14 ans vient d'être enlevé. Elle a expliqué au dispatcher qu'elle suivait le ravisseur et la personne enlevée dans une Jeep bleue. Pendant 1h30, elle a continué à envoyer des SMS dont certains décrivaient le ravisseur présumé qui, selon elle, était armé. Après avoir localisé le téléphone portable utilisé pour envoyer les textos à la police, les adjoints du comté de Volusia ont pu localiser son domicile à Port-Orange. À 10h23, ils sont arrivés au domicile où ils ont rencontré la jeune fille, identifiée plus tard comme étant Eva. Selon son père, elle était à la maison depuis le matin. Interrogée, Ava a révélé qu'il s'agissait d'une farce et qu'elle avait eu l'idée de relever un défi sur YouTube en disant qu'elle pensait que ce serait drôle. Cependant, les adjoints de police n'ont pas du tout apprécié la plaisanterie et Ava a été menottée et arrêtée. « Restez calme, vous pouvez parler à vos parents. Nous pouvons ouvrir la fenêtre et te laisser leur parler. Rien ne t'arrivera, tu comprends ça? D'accord. » Les images de la caméra corporelle montrent la police en train de l'arrêter. À un moment donné, ils ont dit à la jeune fille effrayée de rester calme car il ne lui arriverait rien, mais ils espéraient qu'elle tirerait une leçon de ce qui s'était passé. « Je vous le dis tout de suite, tu vas prendre ça comme une leçon. » À 11 ans, si tu fais quelque chose de stupide à l'avenir, tu apprécieras ces menottes. Je ne recommencerai pas. Elle a été accusée d'avoir fait un faux rapport de police concernant l'utilisation d'une arme à feu de manière violente, ce qui constitue un crime, et d'avoir abusé du 911, ce qui constitue un délit. Elle a ensuite été transférée au Volusia Regional Juvenile Detention Center, où elle devrait bientôt comparaître devant un juge. De l'enfant arrêté pour avoir volé une barre chocolatée à ceux qui ont été arrêtés pour avoir commis un meurtre de sang-froid, cette vidéo de 15 enfants qui sont allés en prison pour des raisons folles montre que personne n'est au-dessus de la loi, quel que soit son âge. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.